L'intelligence artificielle s'invite de plus en plus dans notre quotidien. Discrète mais omniprésente, elle s'intègre dans des domaines variés. Géolocalisation, reconnaissance d'images, traitement de données, génération de textes ou de visuels. Cette technologie transforme en profondeur nos modes de vie et s'impose désormais dans des secteurs aussi cruciaux que la santé, l'environnement, la recherche scientifique ou encore le langage. Mais l'IA ne se contente plus d'exécuter des tâches automatisées. Elle soulève aujourd'hui des questions fondamentales. Peut-elle faire preuve de créativité, posséder une forme de conscience? Quelle responsabilité humaine engage-t-elle? Jusqu'où peut-elle évoluer? C'est à ces interrogations complexes que nous avons tenté de répondre lors du dernier bar des sciences consacré au thème « IA, éthique et données, quel niveau de conscience ?» Selon vous, est-ce que les intelligences artificielles sont réellement intelligentes? Non. Pourquoi? Parce que derrière, c'est que des algorithmes, des fonctions mathématiques, et voilà. À partir du moment où elle a la somme des informations qu'ont rentrées les hommes, je dirais que oui. Même avis? Bon, ça dépend à quel niveau on se place. Si on se place au niveau de la réponse, oui, elle est intelligente. Si on se place au niveau du détail, c'est jamais que des bits, et des bits, c'est pas très intelligent. Oui, c'est du 0 et du 1. Et puis voilà. Ouais, ok, très bien, très bien. Si on sait lui parler. Faut savoir ce qu'on veut, faut bien lui poser la question, quoi. Dans notre observation de la nature et du quotidien, les êtres conscients qu'on côtoie sont bien sûr les autres êtres humains. Mathieu Lafourcade, docteur en informatique et chercheur au laboratoire d'informatique, de robotique et de microélectronique de Montpellier. Et puis les animaux, alors dans une certaine mesure, et alors sans doute plus un chat, un chien qu'une fourmi, etc. Bon, ça, ce que je dis, c'est juste le ressenti, je pense, que l'on doit partager à peu près tous. Bon, et c'est les seuls exemples qu'on a. Donc c'est vrai qu'avec une IA étant un objet créé par l'être humain, qui certes imite dans certains principes ce qu'on a dans le cerveau, mais ça reste quand même très largement différent, et c'est pas de la biologie. Donc c'est vrai que les entités que l'on croise, conscientes, sont des entités en général intelligentes. En fait, pour une IA, on n'est pas sûr que ça soit forcément lié. On peut imaginer des IA très intelligentes qui ne seraient pas conscientes d'elles-mêmes, qui ne feraient pas une expérience intime, interne de leur être. Et on pourrait imaginer des IA pas très intelligentes qui seraient conscientes. Sans rien dévoiler, il n'est pas sûr que les constructeurs d'IA actuels veulent particulièrement faire des IA conscientes, alors intelligentes sûrement, pour faire des problèmes, mais conscientes, c'est pas évident. C'est pas évident, à part peut-être pour faire un buzz, ça peut être un des arguments, c'est qu'on parle d'eux. Par contre, il est possible qu'avec le développement des IA et de leurs capacités, etc., que la conscience émerge. La question, et je m'arrêterai là, c'est dans quelle mesure on sera capable de la reconnaître. Alors ça, c'est un point important. C'est pas parce que vous avez un chat GPT qui vous dit ah, je souffre, je t'aime, ah, parle-moi mieux, ou qui dit ah, j'ai fait un rêve cette nuit. Bon, bref, qui vous dit des tas de trucs qui ont rapport avec la conscience et les affects et les trucs. C'est pas parce qu'une IA vous dit ça que c'est vrai. On est bien d'accord. Ça, faut bien le garder. Si vous avez un être humain qui est en face de vous, vous avez peut-être plus tendance à le croire, et parfois, c'est pas vrai. Okay, mais vous n'allez sans doute pas douter du fait que l'être humain en face de vous a une conscience. Oui, mais le test du miroir qui est utilisé chez les animaux. François Sabot, docteur en génomique des plantes à l'IRD, au laboratoire Diversité, Adaptation, Développement des plantes, et coordinateur du groupe de travail dédié à l'intelligence artificielle à l'IRD. Il y a très peu d'animaux qui sont capables de le passer. Il y a l'éléphant, il y a le poulpe, il y a le dauphin. Oui, je vais d'abord dire les animaux, ensuite j'expliquerai ce que c'est. Le poulpe, le dauphin, le chimpanzé, le bonobo. En gros, on met l'animal devant un miroir et il est conscient que ce qu'il voit dans le miroir, c'est lui. C'est-à-dire qu'on le voit interagir avec le miroir. Typiquement, moi j'ai dans l'image l'éléphant, où en fait l'éléphant il s'aperçoit qu'il a une tache blanche sur l'épaule en se regardant dans le miroir, et avec sa trompe, une tache qu'il ne voit pas dans son angle de vision, et grâce au miroir, il est conscient que c'est lui en face, et il va aller essayer d'attraper la tache pour l'enlever. Si vous mettez un chat devant un miroir, vous l'avez tous vu, le chat essaie de s'attaquer sur le miroir. Les chats n'ont pas conscience d'eux-mêmes. Le test du miroir, c'est un des premiers principes. Il y a plusieurs principes pour qualifier une conscience, mais la conscience de soi-même, qu'on est un être différent des autres et que quand on se regarde dans le miroir, c'est soi-même qu'on regarde, c'est un des premiers tests de conscience. Appliqué au niveau des IA, ouais, c'est plus compliqué. Ouais. Ça va être plus compliqué.
Oui, pour compléter en fait les propos de mes camarades. Jérôme Béranger, docteur en éthique du digital, expert éthique et IA pour l'Institut Europia, dirigeant de la société Goodalgo et chercheur associé dans l'équipe Bioethics au Centre d'épidémiologie et de recherche en santé des populations à Toulouse. En fait, on va faire un peu de neurosciences ou de cognition. C'est quoi le lien finalement entre la conscience et l'intelligence? Déjà, c'est quoi l'intelligence? Déjà, les grandes études montrent qu'il y a à peu près 8-9 dimensions d'intelligence différentes. Il y a l'intelligence logico-mathématique, il y a l'intelligence spatiale, émotionnelle, interpersonnelle, intrapersonnelle, musicale. Il y a à peu près comme ça 8, 9, 10 dimensions. Et la conscience, il y a à peu près 4 grandes familles de conscience. Il y a l'inconscient, bien sûr, mais il y a la conscience de soi. Mon prédécesseur l'a très bien dit. Le test du miroir, c'est la conscience de soi. Je pense donc je suis, etc. Peut-être, très bien. Puis tu as aussi la conscience d'autrui, de ton environnement, des interactions avec. Tu as aussi la conscience morale, le bien et le mal, finalement, et la conscience de ce qu'on appelle l'espace-temps. Et finalement, avec ces 4 grands niveaux de conscience et ces quelques petites dizaines dimensions d'intelligence, on le voit que les deux s'interrelient. Est-ce que c'est un peu l'œuf et la poule? Est-ce qu'il faut avoir ces différents niveaux d'intelligence pour exprimer plus tel ou tel type de conscience? Ou c'est l'inverse? Il y a un vrai débat philosophique et scientifique là-dessus. Dans la presse, on a vu qu'il y a eu 2 cas, semble-t-il, tout récemment, d'IA qui ont refusé de s'arrêter, malgré les ordres. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça pourrait être le signe d'un début de conscience, de quelque chose qui ressemblerait, mutatis mutandis, parce que c'est certainement différent, mais une sorte d'instinct de survie, à de la peur? Enfin, ça fait penser automatiquement à l'histoire de 2001 Odyssée de l'espace avec le HAL qui effectivement qui est dans une situation. Comment vous interprétez ça? Parce que je n'ai pas vu d'explication. La seule chose que j'ai vue, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui commencent à s'affoler en disant on est en train de partir sur une pente quand même assez importante, parce que là vous avez finalement des choses assez intéressantes sur la conscience et sur la susceptibilité de l'IA, mais il y a aussi toute la partie inquiétante qui pourrait effectivement commencer à se faire, et que la science-fiction, c'est pas, a largement exploré depuis une trentaine d'années. Alors, on n'en est pas au niveau de Skynet, hein, je vous rassure. On va pas se faire bombarder par les Terminators. Et on va pas mettre les 3 lois d'Asimov. Alors, effectivement, il y a récemment, le coup le plus rigolo que j'ai entendu, c'est une IA qui a réécrit son code pour arriver à gagner au Go, en fait. Parce qu'elle avait pas assez de temps. Et en fait, elle a réécrit son code, elle a commencé à réécrire son code pour augmenter son temps. Et pourquoi elle a réécrit son code? C'est qu'en gros, le premier paramètre qu'elle avait, c'est tu dois gagner. Donc tu dois trouver toutes les solutions pour gagner tant que tu restes dans les règles du jeu de Go. Mais dans les règles du jeu de Go qu'il avait inculqué, il n'y avait pas le respect du temps. Et en fait, le bypass qu'elle a trouvé, c'est je vais modifier le temps que j'ai le droit de jouer. Et donc elle a réécrit son code pour faire ça. Donc en fait, une IA, c'est, entre guillemets, un programme. On peut lui coller des limites, on peut lui mettre des limites, il n'y a pas de problème. Il y a quelques années, il y avait une rumeur comme quoi Google et IBM avaient branché leurs 2 IA et qu'ils avaient dû couper le câble en urgence parce que les IA, au bout de 20 minutes, avaient développé un langage qu'elles seules comprenaient. C'est de l'ordre de la rumeur, j'ai jamais eu de preuves, etc. Il faut se dire que à l'heure actuelle, elles ont pas de... quand elles refusent de s'éteindre ou quand elles changent leur propre code, c'est parce qu'il y a un paramètre supérieur dans leur code qui les dit de le faire. C'est pas de leur propre chef qu'elles décident de le faire. On pourrait appeler ça des idiots savants en fait. C'est-à-dire qu'elles sont programmées pour faire quelque chose. Même une IA générative, elle est faite pour programmer, pour répondre à une interaction que vous lui avez mise dans un prompt. Donc, si les garde-fous sont là, il n'y a pas de raison qu'elles partent en morceaux, quoi. Asimov avait proposé les 3 lois. L'idée, c'est peut-être pas de se mettre ces 3 là, surtout si on arrive avec une IA conscience qui le matin va vous dire moi tu m'as pas dit bonjour, je veux pas démarrer. Mais le principe derrière cette idée là, c'est de dire qu'à un moment, c'est un programme. Donc si on lui a pas mis un paramètre en lui disant tu as le droit de passer hors les clous pour essayer d'avancer, normalement il ne devrait pas, tant qu'il n'est pas conscient, y arriver. Je voudrais juste aborder l'aspect éthique. Donc ce que je comprends dans l'éthique, ça veut dire j'ai l'impression qu'il n'y a que la France, voire l'Europe, qui réfléchit à l'éthique, c'est-à-dire pour moi de ne pas aller trop loin, de cadrer les développements de l'IA.
de développement pour générer les applications d'IA. Et j'ai pas l'impression que les États-Unis, la Chine, la Russie et les autres pays vont se limiter ou réfléchissent aussi à ça pour se limiter. Et du coup, si on met ça sur le plan économique, on va prendre un retard monumental. Donc j'apprécie qu'on réfléchisse sur l'éthique, je veux bien en parler, mais ça, pour le faire au niveau mondial, je pense que c'est utopique. Je pense que la différence, c'est en Europe et en France, on a une protection, enfin une vision de la protection de l'individu qui est plus élevée qu'aux États-Unis. Non pas qu'il n'y ait pas de protection de l'individu, bien évidemment, mais que c'est plus globalisant aux États-Unis. Alors je donne 2 exemples que je connais. Le premier exemple, c'est sur l'analyse des dossiers patients médicaux pour faire de la recherche médicale. Donc aux États-Unis, ils mettent dans les grandes IA tous les dossiers patients de manière non anonymisée, avec les noms des personnes, les adresses, etc. Ce qui, avec le RGPD en France et en Europe, n'est pas possible pour des raisons de données personnelles. Donc il faut que les dossiers soient anonymisés de façon à ne pas reconnaître les individus, réidentifier les individus. Alors en fait, ça pose question, parce que après, on peut s'arrêter là et dire « Ah, les vilains Américains, nous au moins, on a une éthique, etc. » Après, ça pose question parce qu'en fait, dans les dossiers patients, et en particulier dans la recherche médicale, ce qui est intéressant, c'est les signaux faibles. On ne va pas développer une IA parce que pour identifier ce que vous avez quand vous tremblotez, vous avez un peu des courbatures, etc., et que vous avez le nœud qui coule, etc. C'est genre une grippette, bon, très bien, c'est pas pour ça. C'est pour, par exemple, des cancers de la prostate. Le cancer de la prostate, il y en a plein, c'est hyper multifactoriel, et avec des tas de signaux faibles concurrents, donc c'est compliqué. Ce n'est pas une maladie bien identifiée en termes de cause. Et le fait de savoir, par exemple, où la personne vit, où cette personne quotidiennement va aller travailler, par exemple, est-ce qu'elle passe à proximité d'un incinérateur qui va émettre de la dioxine ou autre chose? Vous voyez? Donc, et ça, alors la dioxine ne va pas le tuer instantanément, c'est va lui développer en 20 ans ou 30 ans un cancer de quelque chose. Ou participer à. Parce qu'en plus, il peut y avoir des facteurs génétiques. Donc, par exemple, le fait de connaître le nom de la personne, alors surtout si c'est un homme qui a gardé son nom de truc, peut être un indice par rapport à certaines faiblesses génétiques que certaines populations peuvent avoir ou pas. Etc., etc. Donc vous voyez, des données tout à fait personnelles au sens classique du terme, et qui peuvent être extrêmement importantes pour faire des progrès médicaux. Et en fait, en France et en Europe, avec le RGPD et ces trucs-là, on se coupe de ça. Alors jamais, je ne suis pas en train de dire non, le RGPD, c'est pas bien, et en Europe, on s'embête avec des considérations éthiques et il ne faudrait pas. Je dis, attention, c'est compliqué. Un deuxième point plus ancien par rapport à l'éthique est par exemple les armes autonomes. Parce que souvent, on a une mauvaise conception de ça. Donc vous savez, les armes autonomes, alors là, ça se rapproche de Terminator, ou vous savez, des drones. Vous savez, on envoie des trucs, donc ils sont pilotés actuellement. Et pendant donc les guerres Irak-Iran, les militaires américains avaient des drones donc pilotés, et puis avec des caméras, et puis ils visualisaient, et puis ils lançaient des missiles sur des cibles qu'ils identifiaient. Parfois avec bonheur, au sens de ils détruisaient la cible qu'ils voulaient, et puis parfois ça tombait, c'était catastrophique parce qu'il n'y avait pas la cible, mais il y avait des enfants qui au dernier moment aboutissaient, et c'était un massacre insupportable. Bon. Et donc ils ont pris ces vidéos, ils ont fait apprendre à des IA, et avec, donc comme c'était des vidéos passées évidemment, avec le fait de savoir est-ce que le tir de missile était justifié ou pas justifié. Est-ce que le fait d'avoir tiré c'était bien ou pas bien, et dans les fois où les militaires américains n'avaient pas tiré et qu'ils avaient continué à filmer, est-ce que finalement ils auraient dû tirer ou pas. Donc ils ont entraîné les IA là-dessus, ils ont gardé une partie pour la vérification, et ils se sont aperçus que les IA tuaient 4 fois moins d'innocents. Et en fait, tuer 2 fois plus de gens qui voulaient tuer. Après, on peut discuter de qui il faut tuer ou pas tuer, c'est pas la question. Mais en gros, si on ne parle que des dommages collatéraux non trucs, l'IA était bien meilleure que les soldats américains. Bon, ça veut pas... C'est pas pour... Voilà, c'est américain. Peut-être. Voilà. Tout ça pour dire que c'est pas simple. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on pourrait faire des IA autonomes, militaires, etc., que ça serait forcément... immédiatement le mal. Le seul message de ce que je veux dire avant de passer la parole à mon voisin, c'est que c'est vachement compliqué ces considérations-là, parce que très souvent, les IA sont bien plus pertinentes en termes de décision que nous, les humains.
Merci d'avoir suivi cette dernière vidéo pour le Bar des Sciences saison 2025. Nous avons eu des sujets extrêmement diversifiés comme vous pouvez le constater, donc n'hésitez pas à regarder l'ensemble des best-of qui sont présents sur cette chaîne YouTube et à vous abonner. On se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle saison et en attendant, très belle journée, à bientôt.